Alors on constate une tendance des rapports scientifiques à commencer leurs études à partir du 19e siècle pour parler du dérèglement climatique, et ça s'explique par cette ère de l'Anthropocène qui commence avec l'industrialisation. On pourrait argumenter que les processus de dégradation du vivant, humain et non humain, sont antérieurs à cela et en réalité remontent à une organisation sociale fondée sur des rapports de forte inégalité entre un groupe et un autre, et la colonisation notamment a posé les fondements d'un système d'exploitation des ressources naturelles justifié par l'exploitation de l'humain par l'humain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale du chlordécone. Il y avait une image sur le slide ce matin du chlordécone, ce pesticide qui a été utilisé pendant 20-30 ans aux Antilles pour cultiver des bananes qui étaient majoritairement consommées en France hexagonale. Or, le chlordécone est un perturbateur endocrinien qui a des conséquences extrêmement néfastes sur la santé de l'homme. Aujourd'hui, 90% des Antillais l'ont dans le sang, et on estime que le chlordécone a contaminé les sols, les rivières, la mer pendant 5 à 6 siècles. Le cinquième niveau que j'évoque très rapidement, mais que je pense qu'il faut évoquer, c'est les inégalités entre les générations. D'abord parce qu'on le sait, la vulnérabilité s'accroît avec l'âge. On démontre les effets des inondations, des canicules, etc., avec des taux de mortalité plus élevés chez les personnes âgées, mais aussi parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat d'un comportement des humains d'il y a 30 ans. Et notre comportement d'aujourd'hui aura un impact sur les populations dans 30 ans. Donc là, il y a une inégalité intergénérationnelle qu'il s'agit de penser. Alors ces différents facteurs d'inégalité doivent être pensés de façon entremêlée, non pas juxtaposés, mais comme des facteurs qui s'accumulent et qui s'aggravent les uns les autres. Le cas de l'ouragan Katrina est assez efficace pour démontrer ça, puisque 67% des personnes décédées avaient plus de 65 ans. Si on analyse les décès de personnes de moins de 65 ans, on constate que les personnes noires représentent 82% des victimes. On estime que plus de 80% des adultes laissés pour compte, c'est-à-dire non évacués ou mal évacués, suite à l'ouragan, sont des femmes. Et les quartiers afro-américains de la Nouvelle-Orléans sont dévastés par l'ouragan parce que mal protégés et situés dans des zones qui sont inondables, facilement inondables, alors que les quartiers blancs, eux, sont plutôt épargnés parce que situés dans les hauteurs de la ville. Donc c'est là que vous voyez que le croisement des deux prismes, exposition et vulnérabilité, est essentiel. Le cas de Katrina montre bien que plus une population est privilégiée, plus ses capacités et ses possibilités d'adaptation au changement sont élevées, et à l'inverse, plus une population est marginalisée, plus ses capacités sont réduites et sa vulnérabilité est augmentée. Et donc, il me semble qu'il faut tenir une position d'équilibriste pour penser ensemble ces facteurs d'inégalité et décloisonner nos approches. C'est-à-dire que notre combat écologique doit s'articuler avec une lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion sociale, pour l'égalisation des conditions de vie, contre le racisme, contre le sexisme, pour l'égalité homme-femme. Et toutes ces démarches, ces initiatives, ces combats sont interdépendants et mutuellement indissociables. Le problème, c'est qu'on constate trop souvent encore que les actions climatiques, les mesures d'atténuation, d'adaptation, ne tiennent pas compte de leurs impacts sociaux sur les populations vulnérables qui sont les plus exposées aux effets du dérèglement. Par exemple, on va chercher à transformer les politiques de gestion des déchets sans penser à la subsistance des personnes qui jusque-là survivaient grâce à la présence de ces déchets. Ou bien on va penser à des alternatives de mobilité douce sans prendre en compte la vulnérabilité spécifique des populations marginalisées. Ou bien on va chercher à utiliser des transports électriques sans penser jusqu'au bout l'extraction du lithium et les effets de cette extraction sur les populations locales. Ou encore on va vouloir éteindre les éclairages publics la nuit dans les grandes villes sans penser à la situation de danger dans laquelle se retrouvent les femmes la nuit.
etc. Et je crois que si on veut développer des politiques environnementales qui soient ambitieuses, il faut les encastrer dans la réalité des inégalités sociales et faire en sorte que ces politiques réduisent les inégalités et non pas les augmentent. C'est ce que demande le Conseil économique, social et environnemental quand il demande que la justice climatique devienne une stratégie d'action. C'est-à-dire une logique d'élaboration, d'articulation des politiques qui permettent un environnement sain pour tous et notamment pour les personnes les plus démunies. Sinon, le risque, c'est que on aggrave les inégalités qui continuent de se creuser entre une minorité qui aura les moyens de s'adapter face aux effets du dérèglement climatique et le reste de la population mondiale. C'est le principe de ce qu'on appelle la transition juste, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à l'objectif de la neutralité carbone, mais viser simultanément la réduction des inégalités, l'amélioration de l'accès à un emploi, l'amélioration des conditions de vie pour toutes et tous. Et l'une des clés pour tendre vers cette transition juste, selon l'OIT, c'est la participation et la concertation sociale des personnes les plus directement concernées. L'écologie ne peut pas être portée par une minorité, au risque de construire des politiques qui sont d'apparence d'intention neutre, mais qui en fait ont des effets négatifs imprévus sur les populations les plus concernées. Et donc on peut s'arrêter sur quelques questions que nous pose l'OIT entre autres, le GIEC également, qui est invisible dans mon organisation de travail, dans les projets dans lesquels je suis engagée, qui prend les décisions et comment, qui prend la parole et comment s'organise la répartition des tâches sur mon lieu de travail, quels sont les objectifs des politiques environnementales mises en place dans mon entreprise, qui les a élaborées, avec qui. Comment penser la participation des minorités dans ces initiatives? Quel régime d'action, c'est-à-dire quelle stratégie d'action? Quelles revendications? Quels objectifs? Comment décloisonner les approches? Comment décloisonner les initiatives? Et comment faire en sorte que prendre le temps pour s'engager dans ces initiatives ne soit plus un privilège? Voilà, je vous remercie pour votre attention.